Bien, merci. Merci beaucoup. Je te présente Laura, que tu connais peut-être pas encore. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Docteur Pré, bonjour Laura, ça fait plaisir de Ça, voir, ça fait de voir super votre visage. plaisir. Ouais, et bonjour Ça fait Emmanuel. plaisir d'être là. Merci pour Ouais, l'invitation. je t'en prie. T'as pris un petit peu en possession l'application ou pas trop? J'ai vu que d'après les messages que tu m'envoies, c'est encore un peu flou. Ça va, je commence doucement, mais ça va, ça se comprend bien. Bon, bah ça va. Excellent. Donc je vous mets les petites pastilles vertes, comme ça vous allez être tranquille. Donc on va se donner encore peut-être une minute ou deux, le temps que les amis, les personnes se joignent à nous. Et puis je vais lancer l'enregistrement aussi pour permettre d'avoir une trace pour le podcast. Comme ça. Voilà, donc on devrait. Donc c'est un défi parce que il y a un match de soccer aujourd'hui. Hein. On a été très ambitieux. C'est vrai, c'est vrai. Bon, la France ne joue plus, donc on va- il y aura moins de Belges. C'est ça. Vous êtes rabattu sur quel pays pour supporter l'Italie ou bien la Belgique? À titre personnel, je suis un peu plus pour la Belgique, mais je ne suis pas forcément beaucoup le foot. Exact, exact. Donc, et toi, Laura, tu suis un peu de loin, de près? Ben, nous, on a le hockey en ce moment, donc désolée, je renie mes origines françaises sur ce coup-là. Mais je suis plus le hockey que le soccer pour cette saison. En plus, c'est une saison superbe parce que il y a vraiment de l'action hein, pour les Canadiens de Montréal. Ouais. Et on est bleu, blanc, rouge aussi, mais pas les mêmes. Absolument. Et toi, Emmanuel, tu regardes un peu le soccer ou le hockey? Ben, je suis plus soccer généralement, mais cette année, je ne sais pas pour quelle raison, l'Euro, je l'ai complètement échappé. Mais généralement, mon équipe, c'est l'Allemagne et D'accord. puis la Belgique. Donc, l'Allemagne et la Belgique sont mes deux équipes préférées là en soccer. Ok. Et le hockey aussi, je regarde de temps en temps, mais juste pour l'ambiance un peu. Là, j'ai appris que à Montréal, ils avaient aménagé de grandes aires pour pouvoir voir le match de ce soir. Ah oui. Wow. Ouais. Le stade olympique, carrément, je pense qu'ils l'ont aménagé pour pouvoir projeter le Mhm, match. mhm. Ouais. Ça va être intéressant parce que pour l'instant, ils perdent 2-0. Donc, pour gagner, il faut avoir 4 victoires, je pense. Donc, ça va être assez décisif. Oui, absolument. Surtout qu'il paraît que ça fait quoi, 28 ans qu'ils n'ont pas atteint de finale de Coupe Stanley. Donc, Mhm, c'est tout un mhm, événement hein, pour les mhm. Québécois et la Québécoise d'adoption, Laura. Tout très bien intégré apparemment. Exactement. Super. Ça fait combien de temps, Laura, que t'es partie? Quand on s'était vu au resto lors d'un salon de l'optique, là, tu partais juste après, mais ça fait combien de temps? Ça va faire notre 8e année cette année. Ah, ouais, c'est ça. Donc, tu as le droit de me dire que j'ai pris un peu l'accent, je le reconnais. Je trouve un petit peu, ouais. Tu me connaissais avec l'accent marseillais, il a un peu changé. C'est ça. Ça fait un beau mélange, on va dire. Excellent. Donc, on va pouvoir commencer la room. Donc, l'agenda va passer par, premièrement, un petit tour de table pour se présenter chacun les uns les autres. Ensuite, on va pouvoir aborder tout ce qui est définition pour comprendre un petit peu c'est quoi les différents métiers autour des yeux. Donc, ça, c'est une étape importante pour ceux qui sont moins familiers. Et ensuite, on pourra entrer en détail dans les particularités de formation des deux environnements, et puis l'exercice du métier, et puis les interactions avec les ophtalmologues. Et puis ensuite, on pourra discuter sur justement tous les enjeux et peut-être les perspectives en termes de problématiques, puisque la santé visuelle, c'est quelque chose qui, à l'échelle mondiale, représente beaucoup d'enjeux.
Donc, on va commencer par présenter chacun. Donc, Emmanuel, tu veux commencer, ensuite Nicolas, puis Laura, et puis je me présenterai aussi. D'accord, ben, je suis Emmanuel Chekanda, titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire, mais je travaille en ce moment dans le domaine de l'évaluation des technologies en santé. Donc, c'est une room qui s'avère super intéressante. J'ai déjà suivi Nicolas dans une room précédente cette semaine, donc je suis sûre qu'on va vraiment beaucoup apprendre. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, merci Emmanuel. Nicolas, est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci Docteur Après. Oui, c'est vrai qu'Emmanuel, on s'est vu, je ne sais plus, il y a 2 jours sur une room, notamment sur le terme de l'éducation au niveau de la santé visuelle et du dépistage des enfants. Euh, alors pour moi, je suis opticien, opticien depuis maintenant 20 ans, 21 ans. Alors c'est vrai on l'abordera plus tard, il y a différentes spécialisations qu'on peut faire dans l'optométrie, ou pour ma part, j'en ai fait que la moitié du cursus. Étant donné que c'était pas reconnu en France en tant que profession, je me suis arrêté là où j'avais pris ce qui m'intéressait comme information au niveau des MST que j'ai pu faire. Voilà. Super, merci beaucoup Nicolas. Donc ça va être vraiment intéressant. On parlera en détail justement de ces étapes. On va accueillir Laura Giry. Bonjour Laura, est-ce que tu veux te présenter? Oui, ben merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Laura Giry-Doublé. Je suis opticienne d'origine française, puis avec une formation française là-dessus. Mais je pratique au Québec depuis maintenant presque 8 ans pour l'Ordre des opticiens. Donc, actuellement, j'ai une casquette de directrice régionale pour une chaîne de cliniques au Canada. Merci beaucoup, merci Laura. Donc je me présente, je suis Dr Pré, mais mon nom c'est Prévost Jean-Chou, je suis médecin spécialiste en gastro-entérologie, je travaille avec les enfants, je fais de la recherche aussi, donc je m'occupe de tout ce qui est épidémiologie des maladies inflammatoires et puis enseignant à l'Université de Montréal. Et donc, au sein de ce café santé, on vise beaucoup à justement vulgariser le savoir et permettre le partage des expériences et des parcours. Donc, le thème d'aujourd'hui, donc, c'est opticien, optométriste, le duel. Donc, on va avoir effectivement des visions croisées. Et pour commencer, est-ce que Nicolas ou Laura, voulez-vous nous définir c'est quoi un opticien, c'est quoi un optométriste, qu'est-ce que chacun d'eux fait? Et ça va nous permettre d'entrer à plat joint dans la thématique. Vas-y, Nicolas, j'ose pas te couper la parole. Non, non, bah justement, j'allais te dire honneur aux dames. Oh, c'est charmant. Ben dans le fond, actuellement au Canada, moi, je travaille avec ce qu'on appelle les 3 O, donc ophtalmo, optométriste, opticien. Pour ma part, je décrirais ça en disant que l'ophtalmo est le spécialiste des chirurgies et spécialiste un petit peu plus de ce qui est à l'intérieur de l'œil. L'optométriste va être le spécialiste de l'examen de la vue et de la réfraction, ainsi que de l'adaptation de certains verres de contact, donc lentilles cornéennes. Et l'opticien va être le spécialiste, j'allais dire technicien, mais le spécialiste des appareils pour équiper en prescription. Donc, que ce soit lunettes, verres de contact, lunettes de soleil, savoir les bonnes protections, aussi bien que téléagrandisseurs pour les opticiens spécialistes en basse vision. Donc, c'est vraiment le côté technique d'adapter la prescription et la bonne prescription aux patients. Nicolas, tu pourrais compléter. Oui, bah, tu as tout à fait raison. Alors, bon, en France, c'est un petit peu différent parce que les 3 zones ne sont pas les mêmes zones. On a évidemment l'ophtalmologiste, hein, qui reste évidemment le médecin et notamment le chirurgien enfin, qui fait de la médecine. Mais en France, il ne fait pas que ça. C'est lui qui s'occupe aussi de la réfraction, même s'il y a des dérogations pour les opticiens, puisque la profession d'optométriste n'est pas reconnue en France, malgré que le cursus existe. Et en France, on a le troisième mot qui est l'orthoptiste, qui est un peu plus le kiné, en fait, des yeux, qui s'occupe beaucoup plus que des muscles oculomoteurs, mais qui de plus en plus a aussi des dérogations en réfraction.
Donc, le troisième mot, si je comprends bien, c'est orthoptiste. C'est bien ça, hein, Nicolas? C'est bien ça, Ok, oui, parfait. c'est ça. Ok. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette nuance-là. Et donc, l'opticien n'est pas dans les trois eaux en France aussi. Si, tout à fait, pardon. En fait, je me suis oublié dans ma description. Il y a l'ophtalmologiste, l'orthoptiste et l'opticien. Ok, L'opticien est effectivement, comme le disait Laura, à juste titre, en fait, plus le spécialiste du verre, du verre correcteur et qui va en fait adapter en fonction, évidemment, de la prescription médicale, mais aussi en fonction des besoins du patient. super. Donc ça fait quand même une équipe qui est assez intéressante pour ces enjeux autour de la vue, puisque les données montrent que ça représente à l'échelle mondiale plus de 2,2 milliards de personnes qui souffrent des problèmes de la vue, de la vision. Et c'est important justement de pouvoir travailler en collaboration. Donc avant d'arriver sur l'exercice du métier, on va d'abord aborder la formation en commençant peut-être par le Canada. Laura, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment se fait la formation pour ces trois O? Oui, donc pour ce qui est ophtalmo, dans le fond, c'est vraiment une spécialisation de médecine. Donc, une fois que la médecine est terminée, c'est une spécialisation vraiment du côté oculaire. Pour l'optométrie, ça se passe dans une école d'optométrie. Ce sont des docteurs en optométrie au Canada. C'est un cursus de 5 ans. Et pour les opticiens, c'est une technique en orthèse visuelle qui est un petit peu plus régie par un cégep. Donc, l'équivalent d'une spécialisation, un 3 ans dans le fond, de spécialisation supplémentaire. C'est suivi dans tous les cas de stages en clinique pour avoir un côté pratique. Donc ça, ce serait pour le côté Canada. Merci. Et effectivement, chacune de ces formations, tu me corriges si je me trompe, a un ordre différent. Il y a l'ordre pour les ophtalmos qui est l'ordre des médecins, pour les optométristes, l'ordre des optométriciens, et pour les opticiens, il y a un ordre aussi. Ouais, tout à fait. Dans le fond, c'est une des grosses différences que j'ai vécues par rapport à la France, c'est qu'ici, je suis régie par un ordre professionnel. Donc, il y a un côté très légal à ma profession qui fait que ma profession est protégée, mais le public est protégé aussi. On a, en tant qu'opticien, des formations obligatoires à suivre chaque année, puis des cours de remise à niveau si c'est nécessaire. Et on a des inspections, ce qui fait un peu comme les infirmières en Europe qu'on est obligé de bien exercer sa profession, donc très apprécié. Super, merci beaucoup. Nicolas, au niveau de la France, la formation est aussi, c'est sûr que ophtalmologue, ça ressemblerait probablement, mais les deux autres, notamment Ouais, optométriste dont tu as parlé, et oui, c'est un petit peu différent. L'ophtalmologiste, effectivement, c'est une spécialisation de médecine, comme tu as pu faire la tienne. Euh, Ensuite, l'orthoptiste, je ne sais plus quel est le cursus, mais c'est une école d'orthoptie qui, je crois, se fait en 3 ans. Je ne suis pas certain, mais je pense que c'est en 3 ans. Et sinon, au niveau de l'opticien, j'allais dire le stade minimum pour être diplômé opticien, c'est juste une école qui se fait en 2 ans. Et ensuite, en fait, l'optométrie euh, qui, en fait, devient une spécialisation de l'opticien. L'opticien qui souhaite se spécialiser et avoir un bagage supplémentaire, où ça se fait maintenant, je crois que c'est en 3 ans, parce qu'on est passé au total à Bac+5 sur l'ensemble du parcours opticien-optométriste. Il n'y a pas d'ordre pour l'optométrie parce que d'une, c'est pas reconnu. Enfin, c'est pas reconnu. C'est bizarre qu'on puisse faire un cursus sans que ça débouche sur une profession. Il n'y a pas d'ordre non plus pour les opticiens. C'est une politique très française parce qu'il y a eu déjà des démarches qui ont voulu créer un ordre des opticiens, mais c'est le côté commercial qui finalement empêcherait, puisqu'on fait de la vente de produits, qui empêcherait qu'on ait un ordre des opticiens en France. d'accord. Donc, si je comprends bien, pour le côté français, toute personne peut s'installer comme opticien, personne ne viendra contrôler. Tu me corriges si je me trompe? Non, non. Alors, non, en fait, il faut être diplômé d'une école d'optique, hein, avoir reçu son diplôme d'opticien lunetier
pour pouvoir, alors pas forcément pour pouvoir s'installer, mais dans une boutique, dans un magasin d'optique, il est toujours censé avoir un opticien diplômé à minima. Et les textes de loi, même s'ils sont peu respectés sur le deuxième critère que je vais citer, veuillent que logiquement, il n'y ait qu'un opticien diplômé qui puisse faire une vente en optique ou une livraison. C'est-à-dire que ceux qui ne seraient pas diplômés opticiens ne devraient pouvoir, j'allais dire, offrir que le café ou faire un redressage des lunettes. D'accord. Intéressant. Donc, c'est vraiment important comme clarification. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, il y aura une possibilité de contrôle en termes de l'installation, en termes de qui délivre éventuellement et qui respecte les prescriptions, etc. C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, il nous faut ce qu'on appelle un agrément sécurité sociale. La sécurité sociale française nous demande un agrément, ainsi que la DAS, hein, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Forcément, cet agrément est soumis au diplôme. D'accord. Super, merci beaucoup. Donc, je vais continuer sur la question de l'installation, puisqu'on a vu la formation. Maintenant, en termes d'installation, en commençant par la France, est-ce que justement, il y a une répartition du territoire qui est régie par des règles comme ce qu'on peut voir pour d'autres corps des métiers, comme la médecine ou la pharmacie, ou c'est un peu libre l'installation sur le territoire? L'installation est complètement libre en France, malheureusement. Enfin, malheureusement, elle l'est aussi pour les médecins en France. En France, un médecin peut s'installer où il veut, c'est partie du droit. Et finalement, il n'y a en France que les pharmacies D'accord. qui sont réglementées en termes de nombre d'habitants, etc. Ok, intéressant, oui. Donc, c'est vraiment juste au niveau des pharmaciens. Donc, ça veut dire qu'il y a des zones où il y a une concentration géographique importante en opticien, en ophtalmologue et d'autres zones désertes. C'est bien ça, hein, pour la France. Oui, on pourrait dire ça. Alors au niveau des opticiens, j'allais dire c'est la concurrence qui fait que finalement la densité est relativement équivalente partout. Bon, évidemment dans les zones beaucoup plus rurales où il faut faire 30 km pour... Enfin en France c'est compliqué quelquefois de faire 30 km sur des toutes petites routes, on n'est pas au Canada. Mais le maillage est relativement bien fait. Au niveau des ophtalmologistes, c'est un grand débat. Un grand débat. Et au niveau de la médecine en règle générale, c'est un grand débat en France. Mais il prévaut toujours ce qu'on appelle la liberté d'installation. C'est problématique même sur d'autres spécialités. Hein. Il y a des régions de France où il faut 18 mois pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue ou un an pour avoir rendez-vous chez un ophtalmo. Je parle pour des consultations hors urgence, évidemment. D'accord. D'accord, c'est important aussi. On va parler tout à l'heure de la connaissance du public, l'accessibilité. Donc, on souhaite la bienvenue à Miché. Bonjour Miché, comment vas-tu? Bonjour, Dr. Prey. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vais me porter très bien. Très bien, merci. Donc, pour tous ceux qui se joignent à nous, donc la room aujourd'hui concerne les métiers autour de la vue. Donc, on a parlé d'opticien, d'optométriste, d'orthoptiste. Et là, on était en train de parler des installations en France, des critères d'installation. Et je vais me tourner vers Laura pour te demander, Laura, est-ce que pour le Canada, l'installation est libre, surtout dans un pays qui est grand, avec des zones très, très éloignées? Donc oui, l'installation est libre et puis ça nous joue des tours des fois parce que effectivement, comme disait Nicolas, comme en France, avoir un examen de la vue quand on est à Montréal, c'est assez facile de par la concurrence des autres cliniques d'optométrie. Quand on se rend plus en région, dans le nord du Canada par exemple, ça devient plus compliqué de s'équiper. Donc oui, c'est vraiment plus, je dirais, une étude de marché avant de décider d'ouvrir une clinique. On s'installera pas dans un endroit où on a trop de concurrence, mais ça reste libre d'accès également. D'accord. D'accord, merci. Et à ce moment-là, la question qui arrive tout de suite, c'est est-ce que le public connaît ces nuances que vous venez de si clairement énoncer? Est-ce que le public connaît vers qui se tourner, à quelle étape? Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, qui est assez connu dans le grand public, Laura? Mais, au Canada, oui, parce que étant régi par des ordres professionnels, il est pas rare qu'ils mettons de la publicité à la radio pour les examens de la vue ou des choses comme ça. Donc, on a
mettons, en ce moment, des publicités à la radio de l'Ordre des optométristes qui incitent les parents à prendre rendez-vous pour leur examen de la vue des enfants avant la rentrée scolaire. Donc, le public sait vers qui se tourner. C'est très, très bien orienté, je dirais. Si je pouvais rebondir Oui, là-dessus, docteur oui, oui, Prey, tout si tu à fait. permets. Par rapport au Canada, justement, Laura, juste pour monsieur et madame tout le monde, quand je rentre dans un magasin, par exemple, qui vend des lunettes optiques et des lunettes de soleil, c'est qui est dans l'antichambre avec qui je dois souvent prendre un rendez-vous pour savoir quel type de lunettes il me faut? C'est qui ce monsieur-là? C'est un opticien, c'est un optométriste, c'est qui? La personne qui va vendre l'équipement, c'est-à-dire la paire de lunettes, est opticien. Ou on a la possibilité d'avoir des assistants optométristes certifiés qui font une formation où on peut conseiller, mettons, une lunette de soleil sans avoir d'opticien. Mais un peu comme Nicolas, dès qu'on va rentrer dans la prise de mesure ou dans la livraison d'un équipement, c'est un opticien. L'optométriste est la personne qui va réaliser l'examen de la vue, c'est-à-dire qui va dire, mettons, vous avez besoin de lunettes parce que vous êtes myope, donc voici votre prescription. Après ça, c'est l'opticien qui va réaliser les lunettes. Ok, parfait. Merci. Donc, l'unicité des lieux est un élément important pour les patients qui peuvent être perdus, surtout quand ils viennent d'Europe. Oh, définitivement, puis c'est très agréable de tout avoir au même endroit. Parce qu'en sortant de l'examen de la vue, on a la possibilité tout de suite de choisir son équipement, ce qui nous évite de prendre différents rendez-vous sur différentes périodes. Les délais d'attente sont réduits aussi grâce à cette Et méthode. est-ce que cette unicité va aussi dans une triade avec justement l'ophtalmo qui est dans le même lieu, ensuite l'optométriste et puis l'opticien? Est-ce que ça existe aussi des cabinets triples? Ça va exister, non pas dans la même lieu géographique, et je pense que là, c'est plus en termes de législation, parce qu'on entre dans un côté médical, chirurgical. Donc, certains endroits, je dirais oui. Pour la majeure partie, certaines grandes chaînes dont je fais partie, on a une clinique d'ophtalmologie. C'est-à-dire que si lors de l'examen de la vue, le docteur en optométrie juge qu'on a besoin de se faire opérer des cataractes, on a la possibilité dans la même enseigne de se faire opérer, mais ce ne sera pas le même local. On va être à ce moment-là référé soit au privé, soit au public pour une opération. Donc, merci. Et c'est justement un autre volet de la question d'Emmanuel par rapport à la référence. Donc, elle ou un autre citoyen peut se présenter chez un optométriste ou un opticien, mais ne peut pas se présenter chez un ophtalmologue. C'est ça, il va falloir une référence dans ces cas-là. Parfait. C'est super. La référence, elle doit être de l'optométriste, c'est bien Tout ça? à fait, exactement. Ok. Et est-ce que l'optométriste, lui, il est capable... Non, peut-être, docteur Pré, il s'en vient avec la Non, question non, que je devais non. gérer. Vas-y, Emmanuel, il n'y a pas de souci, tu peux la poser ta question. Non. Oui, je voulais juste savoir si l'optométriste, par exemple, était capable, parce que vous avez parlé de chirurgie de la cataracte, par exemple, est-ce que l'optométriste, lui, il est capable de mesurer la pression oculaire, par exemple? Oui, tout à fait. Ça va être fait lors de l'examen de la vue. Ce genre de test est réalisé. Dans le fond, l'examen de la vue va durer à peu près une quarantaine de minutes et ça va être réalisé à ce moment-là, la pression. On va vérifier aussi la photo du fond d'œil, vérifier les suivis de diabète, des fois justement avec ce genre de photo de fond d'œil. Donc tout ça va être vérifié au moment de l'examen de la vue comme un test classique, entre guillemets. Super, merci. Ok. Donc, pour la France, Nicolas, est-ce que le grand public est assez au courant de ces nuances? Est-ce que les références se font directement vers l'ophtalmologue? Le citoyen lambda peut aller toquer à la porte d'un ophtalmologue ou il faut aussi ce trajet par un optométriste ou un opticien? Alors, donc après, en fait, en France, les personnes sont relativement bien informées du parcours médical. Quelquefois, ça leur casse les pieds, mais et quand ils ont une question, j'allais dire, ils poussent la porte d'un magasin d'optique et souvent on les renseigne. Ceci dit, la grande différence, c'est que la prescription médicale, même si c'est une ordonnance de réfraction, hein, qui finalement n'est pas compliquée à faire, ne peut se faire que par un ophtalmologiste. Enfin, on y reviendra certainement parce qu'on a des dérogations quand même, notamment sur les adaptations des ordonnances pendant une certaine durée.
mais ne peut se faire que par un ophtalmologiste. Alors, nous, on ne peut pas, on n'a pas, j'allais dire, de référence à donner. En fait, le patient prend directement rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Sauf évidemment si de temps en temps ça peut nous arriver d'avoir quelqu'un qui pousse la porte du magasin en se plaignant de certaines choses. Et là, on rentre dans le dépistage de pathologie où c'est nous qui téléphonons là directement à l'ophtalmologiste pour savoir s'il n'y a pas possibilité, selon le cas, j'allais dire qu'on soupçonne, qu'ils le prennent en urgence. Super, merci beaucoup. Donc ça c'est important effectivement l'information, le parcours médical et la nuance Canada-Québec est flagrante parce qu'on sait qu'ici l'accès aux médecins de famille de première ligne est parfois difficile. On sait que les urgences sont bondées et d'avoir la possibilité pour justement les optométristes de faire aussi du dépistage, ça aide grandement. Et est-ce que cet accès-là est facile, Laura? Est-ce que les patients attendent beaucoup avant de voir un optométriste ou il y a quand même assez sur le territoire? Ça dépend toujours des régions. Personnellement, je suis au nord de Montréal, puis l'accès est quand même relativement facile. Le post-COVID fait que c'est plus difficile pour nous. On a certaines cliniques qui sont complètes jusqu'en juillet-août pour les examens de la vue, mais qui vont toujours laisser de la place pour les urgences. C'est-à-dire que si, mettons, vous avez une conjonctivite ou une allergie au niveau des yeux, les optométristes vont s'arranger pour laisser des petits trous dans leur horaire. Si vous appelez en disant j'ai une urgence, on va être capable de vous voir. Mais il arrive que pour l'examen de la vue, il y ait plus de délai. Dépendant des périodes, septembre est toujours plus chargé avec la rentrée scolaire. Puis comme je disais, le post-COVID fait qu'on a quand même un bon 3 mois de retard à rattraper quand même d'examen. Oui, on ramasse effectivement tous ces décalages de retard, surtout que vous étiez quand même en début de pandémie, des corps des métiers les plus exposés de faire la proximité géographique avec les patients. Vous travaillez presque nez à nez. On est très proche, effectivement. Fort heureusement, l'activité redémarre pour justement éviter d'avoir toutes ces complications parce qu'on doit le souligner, il y a beaucoup de ces maladies qui sont importantes à dépister. Il y a l'amblyopie chez les jeunes enfants qu'on voit de façon très fréquente, les problèmes de cataracte qui sont fréquents chez les adultes, le glaucome, la presbytie, les décollements de rétine, dégénérescence maculaire liée à l'âge, les problèmes de myopie, hypermétropie. Quel est dans votre métier, qu'est-ce qui est le plus, j'allais dire, prévalent et plus inquiétant? Peut-être ces deux conditions différentes dans l'exercice actuel de votre métier. Pour Laura et Nicolas, quelles sont les deux conditions qui sont les plus prévalentes et peut-être aussi inquiétantes en 2021? C'est une question difficile à répondre parce qu'il y en a beaucoup. Effectivement, l'amblyopie pour les enfants est quelque chose de très important qui, par chance, est quand même repéré par les pédiatres assez tôt dans les tests exécutés par les pédiatres. Mais je dirais que tout est urgent. On a eu, pendant le COVID, des services d'urgence, puis on a eu énormément de corps étrangers, des gens qui bricolaient à la maison, puis ce genre d'urgence à gérer. On a eu aussi les gens un peu plus actifs pendant la COVID parce qu'ils avaient du temps chez eux, puis on a eu des décollements de rétine, des gens qui avaient eu des chocs au niveau des yeux. Donc, un peu tout. C'est difficile de répondre à cette question-là. Effectivement, c'est vraiment important de préciser que c'est très varié votre métier, hein, puisque c'est aussi ça qui fait la beauté. C'est pas focalisé sur une ou deux pathologies majeures, c'est peut-être cette variété. Nicolas, en France aussi, vous avez une variété d'activités? Oui, alors nous, en tant qu'opticien, on est beaucoup plus sur la prise en charge, j'allais dire, post-médicale, presque. Pour moi, il y a, bon, évidemment, comme l'a dit Laura, l'amblyopie, il faut que ça soit détecté, hein, et c'est vraiment très très important qu'elle soit détectée le plus tôt possible et surtout avant les 6 ans, puisque là, j'allais dire, c'est presque trop tard. Mais ça, effectivement, il y a le pédiatre qui
qui joue un grand rôle là-dedans. Ensuite, pour moi, il y a quand même, enfin, j'allais dire, là, je suis plus dans une perspective globale. Il y a deux enjeux majeurs qui vont être les DMLA, notamment par rapport au vieillissement de la population, hein. Le pourcentage de personnes de plus de 80 ans atteintes de DMLA est très, très, très important. J'ai plus les chiffres en tête. Et aussi, dans une autre mesure, la myopie. La myopie qui, dans les pays développés, galope, galope. Par exemple, en France, on a doublé, enfin, on est passé de 20% de la population myope dans les années 70 à 40% à l'heure actuelle. Et sachant que dans les pays, par exemple, d'Asie, bon, même si eux, ils ont des prédispositions génétiques, dans certains pays, on arrive au Japon notamment, je crois, à presque 90% de personnes myopes. Donc, c'est un grand enjeu même de l'OMS à l'heure actuelle sur la myopie, puisque on pourrait freiner ça et il y a des moyens à l'heure actuelle parce qu'on connaît mieux le fonctionnement et le développement de la myopie, notamment sur la proximité des objets que l'on regarde, où il faut se mettre plus à 40 cm que le téléphone juste sous le nez, la lumière du jour est très importante, notamment sur la dopamine et les neurotransmetteurs. Enfin bon, il y a des gros enjeux sur la myopie, même si toutes les pathologies, effectivement, sont toujours très importantes et on ne peut pas en négliger une. Juste une question, c'est quoi l'ambiopie et puis la MEMLA? Comment est-ce que, je ne sais pas si j'ai Oui, même bien la prononcé les noms DMLA, oui. d'étymologie, mais DMLA, voilà, je connais vraiment pas de quoi je sais Nicolas. vraiment pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus, s'il vous Ouais, plaît? pardon. La DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est-à-dire que c'est une atrophie. Alors, il y a plusieurs types de DMLA, mais c'est une atrophie de la rétine dans sa zone centrale, qui est la zone de vision principale. Elle est directement liée à l'âge par rapport à son nom. Et ça, en gros, ça démarre par, ça peut être des vagues, on voit les lignes déformées, jusqu'à ce qu'on appelle un scotome, c'est-à-dire vraiment un point noir dans la zone de vision centrale qui malheureusement est la zone de vision la plus précise. Donc on perd, même sur la rétine périphérique, même si on reste avec une rétine périphérique valide, on perd nettement en acuité visuelle et il n'y a aucun moyen à l'heure actuelle enfin, on arrive à freiner l'évolution, mais on n'arrive pas à l'endiguer. L'amblyopie, c'est quand un œil s'est développé normalement et pas l'autre. Donc le système visuel se développe notamment jusqu'à peu près l'âge de 6 ans. Enfin, il continue à se développer après, mais jusqu'aux 6 ans, c'est là le plus important. Et souvent, un enfant ne se rend pas compte qu'il a un œil qui ne voit pas. Et d'ailleurs, de manière générale, même quand c'est les deux yeux, quand on ne voit pas, on ne le sait pas, puisqu'on n'a pas de moyen de comparaison. L'amblyopie, c'est quand un œil se développe et pas l'autre. Donc on a une bonne acuité sur un œil et l'autre œil ne se développe pas pour diverses raisons où il peut y en avoir plusieurs. Et donc c'est pour ça que certains enfants notamment portent un cache pour forcer cet œil à se développer puisqu'on le met sur le bon œil. Ah, mais excellent, merci. Donc, ça veut dire que finalement, ce développement asymétrique des deux yeux peut ne pas être perceptible jusqu'à l'âge d'adolescent même. Ah oui, tout à fait, ouais. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que j'allais dire, c'est toujours la vision, ça reste une perception de quelque chose. Et quand on n'a pas conscience que ça pourrait être autrement, bah, finalement, on vit comme ça avec. Donc, et l'amblyopie génère d'autres problèmes. On perd ce qu'on appelle la vision stéréoscopique, enfin, en grande partie, c'est-à-dire la vision en relief, puisque la vision en relief vient de la différence d'angle avec laquelle voient nos deux yeux, notamment. Et s'il y a un œil qui n'est pas utilisé, en fait, finalement, on ne voit que d'un œil. Il y a un petit test qui est facile à faire, hein. Tu te mets face à quelqu'un à 3 mètres, tu prends une gomme ou un crayon ou n'importe quoi dans la main et tu lui jettes tout doucement en demandant de fermer un œil. Et ben, il y a une chance sur deux qu'il ne le rattrape pas s'il y a un œil de fermé. Oh là là, ouais, je T'es un vais le peu plus faire. grande que 6 ans. C'est plutôt la DMLA qui serait à commencer à faire. Je t'ai taquiné, Emmanuel. Ah, ok, d'accord. Mais juste dans le cas où j'aurais pas réalisé que j'ai un œil qui est moins développé que l'autre.
Oui, non, Mais je rigole non, quand mais même. fais le test de fermer un œil et d'essayer on te demande de lancer quelque chose, même à un adulte, hein. C'est finalement assez compliqué de rattraper quelque chose quand on n'a pas cette vision en relief. Enfin, on a quand même une vision en relief, mais qui n'est pas aussi accrue que ce qu'elle devrait, avec un seul œil. C'est vraiment intéressant, hein. C'est intéressant parce que C'est là, super. effectivement, on parle de ces maladies pour lesquelles on peut dépister tôt et faire le dépistage permettrait une rééducation. On va parler tout à l'heure justement de comment dans vos métiers vous travaillez peut-être avec d'autres métiers qui aident à la rééducation ou c'est vous qui le faites. On va en parler, mais je voulais aussi peut-être, je sais pas, Laura peut-être peut définir aussi une autre condition qui est assez fréquente, le glaucome, que vous sûrement dépistez beaucoup, hein, quand tout à l'heure on a parlé de la pression oculaire. Je sais pas si Laura, tu veux en dire un mot. Le glaucome est quelque chose d'assez particulier parce qu'on parle souvent de pression à l'intérieur de l'œil, puis on entend souvent des gens qui connaissent pas le mot glaucome puis qui prennent un rendez-vous en disant j'ai de la pression. Donc c'est toujours des mots utilisés assez sympas à trouver le bon terme. Le glaucome, dans le fond, serait un peu l'inverse de la DMLA en termes d'atteinte visuelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le centre de la vision qui est atteint, c'est vraiment toute la périphérie de la vision qui est atteinte. Donc à long terme, à l'inverse de la DMLA, c'est tout ce qui est sur le côté qui est vraiment moins bon. Euh, à la limite, dans ces cas-là, ils ont presque de la chance par rapport à la DMLA parce qu'en équipant avec des systèmes grossissants, on est quand même capable de leur donner un petit peu de vision. La DMLA est plus complexe parce que la teinte étant vraiment centrale sur la vision, à équiper, c'est plus complexe. Donc, c'est ça. À choisir, prenez le glaucome. Puis il y a quand même beaucoup d'opérations. Je vous dirais, à notre échelle, à nous, il y a le côté opticien qui va être d'équiper cette personne-là en lunettes ou avec un autre équipement. Et il y a le côté optométriste qui va être de référer pour soit des chirurgies, donc c'est-à-dire avoir, c'est comme des petits coups de laser dans l'iris pour laisser passer. C'est dans le fond les liquides dans l'œil qui créent cette pression-là, qui crée une espèce de trop de liquide, puis qui bouche, ça s'appelle un angle iridocornéen, qui bouche un angle dans le fond entre l'iris et la chambre intérieure de l'œil. Donc il y a des opérations chirurgicales qui vont aider pour faire descendre ces pressions-là. À ce moment-là, on retombe dans les mains de l'ophtalmo qui va gérer la chirurgie derrière. Donc c'est plus à la fois mesurer la pression et à la fois équiper, mais la partie intermédiaire, c'est pas nous qui la traitons. Et la sécheresse de l'œil, comment est-ce que ça interfère avec le glaucome? Les yeux trop secs. Je voudrais pas répondre une sottise, mais à ma connaissance, il y aurait pas de lien entre les deux. On parle énormément de sécheresse oculaire et surtout en ce moment quand on voit l'utilisation des écrans. Euh, mais Nicolas, aide-moi si jamais tu as une autre idée, mais je pense que c'est pas lié l'un et l'autre. Le glaucome est vraiment une Non, condition dans l'œil. oui. Pour moi, le glaucome, en fait, c'est effectivement une augmentation de la pression intraoculaire. En fait, il y a un circuit, comme tu le disais, hein, Laura, il y a un circuit, j'allais dire, imaginez, qui est un circuit d'un liquide. Sauf que, bah, comme le disait Laura, dans l'angle irido-cornéen, il y a un petit filtre qui s'appelle le trabéculum qui peut être bouché ou obstrué de par l'œil, hein, la forme vraiment de l'œil et de cet angle. Et le liquide a du mal à s'évacuer. Le liquide ayant du mal à s'évacuer, il va exercer une pression sur le nerf optique. Et du coup, il va y avoir des lésions sur ce nerf qui vont provoquer une perte de champ visuel. Pour moi, la sécheresse oculaire vient plutôt des glandes sécrétrices pardon, des larmes qui se situent beaucoup plus à l'extérieur de l'œil et notamment sur les paupières. Donc oui, le glaucome est vraiment quelque chose de très important, hein. Donc on parle de plus de 80 millions de personnes en 2020, deuxième cause de cécité en importance en Amérique du Nord et je pense première cause en Afrique. Michel, dans ta pratique, je pense que tu en as beaucoup de personnes qui souffrent de glaucome en Afrique. Oui, exact. Oui, exactement. C'est l'une des motifs de consultation fréquente en ophtalmologie, surtout chez les personnes âgées. Après, je crois, en seconde position vient la cataracte, si on peut dire ça. Donc, c'est l'une
Mes écouteurs ne marchaient pas. En fait, je disais que c'est l'un des motifs de consultation en ophtalmologie, l'un des premiers motifs, et puis qui est suivi Et c'est de sûr la que comme la cataracte. population vieillit de plus en plus, on va avoir beaucoup de boulot pour vous, hein, Laura, Nicolas, pour le dépistage. Là, on est à l'autre extrémité de la vie, mais si on revient à l'extrémité pédiatrique qui m'intéresse beaucoup, est-ce que le dépistage systématique chez tous les enfants, c'est quelque chose qui se fait? On va commencer par le Canada et ensuite par la France. Est-ce que tous les enfants qui naissent à un moment donné ont fait un dépistage visuel, Laura? On est censé. Dans le fond, la première étape, c'est toujours le pédiatre, mais l'examen de la vue est recommandé dès 2 ans en cas de soupçon, par exemple, un enfant qui aurait un œil qui louche. Puis l'examen est couvert par la carte d'assurance maladie qui serait en France l'équivalent de la carte vitale. Dans le fond, le gouvernement paye cet examen-là, ce qui fait que tous les parents sont invités à faire dépister leurs enfants. Ça peut être un problème de prescription pure, mais comme on parlait d'amblyopie ou un problème de strabisme, par exemple, tous ces enfants-là sont censés voir un optométriste. Puis, une fois à l'école, à l'âge de 5-6 ans, l'école va suggérer aux parents qu'un optométriste se déplace à l'école et vérifie la vision de tous les enfants. Là encore, il n'y a pas de frais. Donc moi, j'ai ma fille cette année, par exemple, qui porte des lunettes depuis un petit bout de temps. Puis elle a eu un examen de la vue à l'école. Puis j'ai eu un gentil mot d'un docteur en optométrie qui m'a dit tout est beau avec ses lunettes, les acuités sont bonnes, pas de suspicion de quoi que ce soit. Mais bien entendu qu'on incite fortement C'est les super enfants à se faire intéressant tester. et ça participe justement à aussi informer les parents de penser à le faire. Mais dès l'instant où ils sont dans l'école, il y a l'environnement scolaire. Mais comme tu le mentionnes, à 2 ans, c'est pas tous les parents qui vont aller voir le médecin. Contrairement à la France où on avait un suivi systématique tous les mois pendant la première année et puis tous les 3 mois pendant la deuxième année. Ici, c'est un peu plus différent. Nicolas, le dépistage chez les enfants, c'est comment actuellement en 2021 en France? Ben, oui, c'est un petit peu ça, hein. C'est notamment chez le pédiatre. Alors après, on peut pas forcer les gens à aller chez le pédiatre. Chez le pédiatre, il va utiliser notamment ce qu'on appelle des lunettes à segments pour faire des masquages, regarder si l'œil rattrape bien des fixations, chacun des deux yeux indépendamment, qui va être un bon point de départ, on va dire, pour référer ensuite chez son confrère ophtalmologiste s'il détecte quelque chose. Ensuite, à l'école, on a normalement 2 visites. Alors après, c'est sur la base du volontariat des parents. Enfin, les parents peuvent s'y opposer, c'est surtout ça. Les parents reçoivent un mot en disant il y aura une visite. Le problème est peut-être notamment sur la formation des gens qui font la visite, où c'est censé être fait par un médecin, mais que quelquefois c'est qu'une infirmière qui effectivement ne connaît pas forcément tous les enjeux de la vision. Alors ils ont des formations, hein, ces personnes, des formations spécifiques pour notamment les yeux, puisque c'est les yeux et l'audition qui sont beaucoup concernés en France, enfin, où les pouvoirs publics ont voulu mettre l'accent sur le dépistage. Donc des yeux et, et des oreilles. Donc normalement, il y a une visite vers 3 à 4 ans et une vers 5 à 6 ans. Pour moi, c'est celle de 3-4 ans qui est vraiment la plus importante, notamment en cas d'amblyopie, où on peut beaucoup plus récupérer, ou à 6 ans, malheureusement, c'est déjà, même si on arrive encore à récupérer certaines choses, c'est déjà presque trop tard. Mais ça participe quand même. Alors là, je parle que de l'amblyopie. Après, effectivement, détecter une myopie à 6 ans, ça permet à l'enfant de pouvoir voir de manière nette ce qui peut se passer au tableau et de pouvoir apprendre à lire correctement. Merci beaucoup. Donc ça c'est important le dépistage parce que parfois ça permet justement d'anticiper sur certains impacts et aussi identifier des enfants qui seraient classifiés par d'autres conditions comme des problèmes de déficit d'attention. Il y a eu des cas comme ça où les enfants avaient des problèmes visuels mais qui n'étaient pas diagnostiqués, donc c'est important. Et ensuite, après le dépistage, il faut bien sûr mettre en place le suivi pour la rééducation. Et cette rééducation, elle peut être médicale ou un traitement qui peut aller jusqu'à la chirurgie pour certaines choses comme la cataracte congénitale chez les nourrissons. Et c'est important. Est-ce que la rééducation dans la pratique, tout à l'heure tu as parlé, Nicolas,
d'optométristes, de orthoptistes. Oh, C'est eux qui font la rééducation, c'est bien ouais, ça en France. ouais, c'est ça. C'est eux qui vont beaucoup plus gérer la rééducation, enfin déterminer les temps de port des caches, ou éventuellement d'avoir des verres dits pénalisants. C'est-à-dire que là, on est dans le but de faire travailler et de se faire développer un œil, on va pénaliser le bon œil. Alors, soit par un cache, soit par un verre qui va faire perdre volontairement de l'acuité visuelle pour dire à l'autre, bah, hey, mon coco, faut que tu travailles, faut que tu te développes. Mais c'est eux qui vont gérer aussi tout ce qu'on appelle les problèmes de convergence, de phorie, etc. C'est-à-dire des problèmes, notamment, c'est souvent lié à la convergence ou à la divergence, des problèmes musculaires, on va dire, de l'œil. C'est vraiment l'orthoptiste qui s'occupe de ça, mais de plus en plus, ils ont dans leur formation ce qu'on avait nous déjà depuis très longtemps en opticien, des formations j'allais dire en réfraction, c'est-à-dire déterminer une correction visuelle pour aider les ophtalmologistes, et notamment on voit beaucoup d'orthoptistes maintenant faire les pré-examens dans les cabinets d'ophtalmologie. D'accord, d'accord, merci. Et Laura, est-ce que la rééducation se fait aussi par ici, donc on a essentiellement les optométristes, c'est ça? Dans le fond, je pense, parce qu'il y a des orthoptistes au Canada, mais qui vont Mhm. travailler principalement dans des centres hospitaliers. Donc, je pense qu'il y a une vingtaine d'orthoptistes pour tout le Canada. Ils vont travailler généralement en équipe avec les ophtalmos. Donc, s'il s'agit, mettons, de quelque chose qui est post-chirurgical, ça va être traité davantage par les ophtalmos. Dans le cas où c'est quelque chose, par exemple, une petite amblyopie et un cache est suffisant, à ce moment-là, ça va être traité avec un orthoptiste. Donc, l'opticien a en clinique des petits caches pour enfants avec possibilité de mettre des petites images cute dessus. Mais ça, il y a comme deux cas de figure selon la gravité, dans le fond, de l'atteinte visuelle de l'enfant. D'accord, d'accord, intéressant. Oui, dans les centres comme nous à Sainte-Justine, qui est un hôpital quaternaire, on a effectivement un service d'ophtalmologie pédiatrique avec probablement des orthoptistes dans une structure comme telle. Et c'est important effectivement parce qu'il y a des conditions qui sont très très complexes, certaines conditions de santé, effectivement. Emmanuel, Miché, n'hésitez pas si vous avez une question, hein, à ouvrir votre micro. Moi, la question, c'était vraiment beaucoup plus sur le type d'anomalie ou de pathologie qui seront plus facilement détectables par l'opticien versus l'optométriste. Nicolas? Moi, je te donne, là c'est pour toi, hein. Il n'y a pas d'optométriste en France. On me renvoie la balle. Euh, L'opticien en tant que tel ne fera pas de dépistage, à moins d'avoir vraiment, mettons, une famille qui arrive pour choisir des lunettes pour la maman, puis qu'on voit qu'un des enfants louche. À ce moment-là, on va les conseiller de réaliser un examen de la vue, mais il n'y a pas de dépistage en tant que tel de la part de l'opticien. L'optométriste va faire tout ce qui est dépistage au premier abord, c'est-à-dire c'est vraiment la première ligne pour tout ce qui est problème dans l'œil. Que ce soit, on parlait de myopie évolutive, que ce soit une cataracte congénitale, ça va être réparé vraiment plus tôt que l'optométriste. Ce sera généralement par le pédiatre ou même à la maternité certaines fois. Pour ce qui est des dépistages pour enfants, c'est vraiment plus strabisme de ce que moi je vis tous les jours personnellement. Euh, Plus quelque chose où, mettons, le parent dit OK, ben, fin de journée, mon enfant est fatigué, puis son œil commence à loucher. On va peut-être suspecter, par exemple, une hypermétropie latente ou des choses comme ça. Euh, mais je dirais que tout passe par l'optométriste, puis après ça, directement référé par l'ophtalmo. Merci Emmanuel, merci Ok, Laura. merci. J'ai une question concernant vos outils de dépistage par rapport à justement les technologies. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une amélioration des outils de travail avec l'avancement technologique pour vous permettre de mieux dépister ou dépister plus finement ou mettre en place peut-être aussi des mesures de rééducation plus adaptées? On sait que les smartphones, par exemple, c'est un des outils que les personnes ont chez eux au quotidien. Je sais pas, Nicolas, tu veux commencer?
pardon, j'avais pas vu que j'avais laissé mon micro ouvert, pardon. Euh, au niveau, alors, ça dépend. Au niveau du dépistage, il y a deux choses, enfin, en France en tout cas, hein. Euh, on va parler du dépistage pathologique où là, j'ai pas la sensation que tout au moins pour nous, à notre échelle, on ait fait des avancées puisque j'allais dire déjà rien qu'avec un stylo lampe et un cache, enfin un cache-œil, on arrive déjà à faire un petit peu de choses, hein. On arrive presque même à avoir des cataractes congénitales quand on a l'œil exercé, avec juste même, ouais, une lampe à fente aussi, évidemment, qui est une espèce de gros microscope sur lequel on pose son menton avec une lumière. Euh, Sinon, après, en ce qui concerne l'examen de la vue à proprement parler et du défaut visuel hors pathologie, hein, je parle de myopie, stigmatisme, presbytie, etc. Les autoréfractomètres nous ont fait gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que ça évite de passer, pour moi, sur un examen de vue classique, on gagne facilement 10 minutes. Le fait d'avoir déjà une bonne base de données avec l'autoréfractomètre. Est-ce que le autoréfractomètre, tu vas nous définir pour ceux qui sont moins familiers? Oui, c'est si vous êtes déjà allé chez un optométriste ou un ophtalmo, c'est un appareil qui va mesurer directement le défaut visuel. Avec la petite montgolfière, souvent, que l'on voit flou, que l'on voit net, et en fait, ça va vraiment mesurer ça en plus d'autres choses comme la topographie cornéenne ou plutôt la kératométrie, parce qu'on n'est pas encore sur des topographes à ce niveau-là. Les topographes, ça serait beaucoup plus pour l'adaptation aux lentilles de contact, notamment des lentilles rigides. Euh, oui, donc ces appareils, c'est en fait juste un appareil où j'allais dire en, en une minute presque, l'appareil a pris la mesure du défaut, enfin a mesuré un défaut visuel. D'accord, merci. Voilà. Et Laura, de ton côté, est-ce qu'il y a des avancées technologiques pour le Canada dans ta pratique, des choses qui... Waouh! Euh, Définitivement d'accord avec Nicolas sur l'autoréfractomètre, qui a de plus en plus d'options. Donc, sans dire que cet appareil-là change au jour le jour, mais il y a des options supplémentaires dessus qui n'étaient pas présentes avant puis qui nous aident énormément. Comme disait Nicolas, justement, tout ce qui est topographie. Certains vont avoir aussi la possibilité d'avoir des analyses point par point. Donc, quelqu'un qui aurait une cornée un petit peu abîmée, on va être capable de lire plus facilement la longueur de l'œil pour mieux mesurer le défaut optique. On a aussi dernièrement au Canada l'arrivée de certains appareils, on appelle ça un OCT scan, qui est un appareil qui va prendre en photo la rétine et qui va mesurer les couches d'épaisseur de la rétine, ce qui va permettre, notamment en cas de DMLA, d'avoir un diagnostic, mais bien plus tôt que ce qu'on aurait pu avoir sans cet instrument. Puis dernièrement, on a une espèce de programme d'intelligence artificielle qui va aider au diagnostic. Donc, je sais que dans nos cliniques, on a quelques cliniques tests en ce moment pour aider à nourrir un petit peu cet instrument-là, mais qui viendra dans le temps aider énormément au diagnostic de pathologie. Donc, définitivement, la technologie nous aide tous les jours. Je pensais aussi, quand on parle plus en termes d'équipement comme les lunettes, par exemple, on a beaucoup plus d'intelligence artificielle dernièrement aussi qui permettent de prendre en photo le patient avec les lunettes sur le nez, puis la mesure se prend presque toute seule, maintenant extrêmement. Super, super. On a vu quelques applications sur certains smartphones avec des applications des lettres. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous trouvez utile? C'est des applications qui permettent de voir les lettres à distance pour voir si on arrive à les lire, un peu comme on avait quelque chose sur un mur lorsqu'on allait faire un dépistage. Je sais pas si cette approche sur un smartphone est utile. J'ai jamais essayé personnellement. Ce serait une bonne question, mais j'ai pas cette réponse-là. D'accord, merci. Emmanuel? Oui, j'ai une question peut-être beaucoup plus pour Nicolas ou Laura aussi. C'est par rapport à
je pourrais pas dire croyance populaire parce que c'est quelqu'un quand même de plus ou moins expert qui m'en avait parlé, un peu du domaine médical, qui disait que finalement les lunettes de soleil ne seraient pas toujours si recommandables que ça. Il faudrait peut-être, pas seulement à cause de leur qualité, mais je pense que Nicolas l'a un peu dit dans un de ses propos tout à l'heure, qu'il fallait vraiment exposer ses yeux à la lumière du jour. Alors, dans quelle mesure est-ce que on doit toujours se protéger les yeux des lunettes de soleil ou pas? C'est juste ça ma question. Alors, il y a deux choses, j'allais dire. Une paire de lunettes de soleil protège de deux choses. Une, des UV, évidemment, qui eux participent beaucoup au vieillissement de l'œil et notamment à l'apparition des cataractes. On a, Miché nous le confirmera peut-être, mais des cataractes qui sont beaucoup plus précoces en Afrique qu'en Europe et qui sont essentiellement dus aux UV. Ensuite, c'est l'éblouissement. L'éblouissement, bon, ben, c'est très subjectif, hein. Certaines personnes sont beaucoup plus sujettes à l'éblouissement que d'autres. Alors après, de là à dire qu'il ne faut pas forcément de lunettes de soleil, un verre blanc protège des UV, hein. Un verre transparent protège des UV. Comme un pare-brise de voiture, on n'a jamais pris de coup de soleil dans sa voiture, hein. Et du coup, ouais, il y a ces deux notions qui sont entre le confort et effectivement le côté lumière du jour. Alors maintenant, on conseille, tout à l'heure, je parlais de la lumière du jour et notamment de conseiller aux enfants de passer au moins 2 heures enfin, 2 heures par jour dehors pour tout ce qui est dopamine. Je sais pas, enfin, j'avoue que j'ai un petit doute là sur le fait que la lunette de soleil pourrait limiter les bienfaits de la lumière naturelle. Peut-être, c'est possible, finalement. Un peu en conflit d'intérêts aussi, je suppose. Moi, j'aurais répondu d'un côté plus médical, puis certains d'entre vous pourront peut-être me confirmer ou m'affirmer l'idée. Mais jusqu'à 12 ans, le cristallin ne protège pas des UV la rétine des enfants. Donc, j'ai tendance à en parler beaucoup aux parents, puis on fait ce parallèle avec la crème solaire. C'est-à-dire que bien entendu que je vais vous conseiller d'aller jouer dehors. Est-ce que je vous dirais de ne pas mettre de crème solaire pour aller jouer dehors? Non, on n'aurait vraiment pas cette idée-là pour nos enfants. Donc, un peu comme la crème solaire, personnellement, mes enfants sont équipés de lentilles transition. C'est-à-dire qu'elles ont leurs lunettes de vue parce qu'elles ont des problèmes de vue. Puis la lentille va teinter si jamais il y a des UV. Ce qui fait que si on sort puis qu'il y a un petit nuage et qu'il n'y a pas de risque entre guillemets pour leur rétine, la lentille va rester transparente. Dès que les UV vont être trop importants et qu'il y a un risque, la lentille va teinter. Donc ça, c'est sûr que je le recommande beaucoup, mais jusqu'à 12 ans, on a tendance à protéger davantage. Après ça, le cristallin va avoir un aspect filtre des UV qui est quand même plus protecteur, mais définitivement, je comparerais ça à de la crème solaire. Exposons-nous, que les enfants regardent au loin pour diminuer l'évolution de la myopie, mais protégeons-nous quand même. Ok. Donc finalement, Laura, ce que vous dites, c'est que ce serait peut-être beaucoup plus recommandé chez les enfants de porter les lunettes de soleil que chez les personnes adultes. Ben, à tout âge, parce que on parle beaucoup des MLA en ce moment, puis on remarque que les gens qui se sont protégés très tôt et qui se protègent encore développent moins rapidement ce genre de pathologie. Donc, j'irais même jusqu'à dire lunettes de soleil avec filtre de lumière bleue pour protéger le maximum de couches de la rétine. Ok, d'accord. Et puis, la fameuse maladie, j'arrive vraiment pas à la prononcer, hein, DMNLA, en fait, le dégénérance, là, chez les personnes âgées, est-ce que elle a quelque chose aussi à voir avec les sortes de flotteurs? J'ai entendu parler souvent de flotteurs que certaines personnes ont dans les yeux à partir d'un certain moment. Est-ce que ça pourrait aussi être lié? Il n'y a pas particulièrement de lien. Les petits floaters qu'on appelle, c'est le liquide à l'intérieur de l'œil qui est un peu moins transparent. Et on a des fois, dans le fond, ce liquide qui devient plus opaque à certains endroits, puis ça laisse des petits filaments qui se baladent dans l'œil. Dans le cas où on en voit beaucoup, ou bien associé avec des flashs de lumière, c'est plus un problème de gestion soit de pression, soit de décollement de la rétine. À ce moment-là, ça peut être un signe précurseur. Mais encore une fois,
en ayant associé avec d'autres symptômes. Parfait, merci. Et là-dessus, justement, associé avec d'autres symptômes, est-ce que ça arrive, par exemple, aux optométristes, aux ophtalmologues, d'avoir recours à, mettons, un cardiologue ou d'avoir vraiment comment je vais dire, des collaborations interdisciplinaires avec d'autres spécialités médicales? Définitivement, on est très liés. Tout à l'heure, Doc a parlé de Sainte-Justine, mais définitivement qu'on est lié avec les autres corps de métier. Je pense notamment à un cas en particulier. Lors de l'examen de la vue, on fait passer un test qui s'appelle un champ de vision. Puis il y a certaines fois où on remarque des atteintes. Il y a des atteintes, par exemple, pour vous donner une idée, un champ de vision est de façon assez ronde. Puis il y a des atteintes qu'on appelle en pointe de tarte. Imaginez que votre champ de vision, c'est une tarte, c'est un gâteau, puis vous en prenez un morceau. C'est vraiment comme si cette partie, ce morceau qu'on enlève est une partie noire où le patient ne voit plus rien. Et c'est pas quelque chose de facile à voir tout seul à la maison. C'est vraiment lors de ce test-là qu'on s'en rend compte de cette petite partie qui manque. Mais ça peut être lié à des atteintes cardiaques. Donc nous, on a eu un patient. Au pré-test, on a vu vraiment le champ de vision, l'atteinte était claire, était très marquée. L'optométriste n'a même pas rencontré le patient, il est sorti de la salle d'examen, puis il a référé directement en cardiologie, puis effectivement, c'était une atteinte au niveau du cœur. Donc oui, définitivement, on travaille avec d'autres corps de métier, d'autres docteurs. Waouh, super intéressant. Merci, Laura. Je compléterai aussi évidemment ce que dit Laura. Il y a finalement beaucoup, par cette image du fond d'œil, il y a finalement beaucoup de diabètes qui sont détectés par un examen oculaire avant même que la personne ait conscience qu'elle soit diabétique. On parlait du cœur et voilà Cathy qui arrive. Tu as des espions dans la salle, Cathy? Bonsoir, non pas du tout, je viens de terminer et donc effectivement j'ai juste entendu la fin de la phrase. Comment vas-tu? Merci, ben, ça va Très très bien, bien et vous? merci. Donc, on est avec Laura et Nicolas en train de parler justement des métiers de opticien, optométriste, orthoptiste. Et donc, on a fait le tour sur les rôles et responsabilités, sur la formation. On parlait de dépistage et on était justement en train de parler de l'interaction entre les yeux, le cœur et d'autres maladies, notamment tout ce qui est maladies qu'on appelle systémiques, les maladies des systèmes. Et on sait que les yeux est un reflet majeur de ces maladies. Je prends l'exemple d'une qu'on utilise souvent, c'est les polyposes, les maladies du côlon, qui des fois donnent aussi des atteintes oculaires. Et c'est souvent par le dépistage aussi. Donc, c'était à ce niveau qu'on était rendu. Oui, ben, c'est vrai qu'on est en tant que la cardiologie et l'ophtalmologie, oui, il y a des liens par le biais notamment de la rétine, qui est un des organes les plus irrigués de l'organisme, et effectivement par le biais de l'hypertension artérielle qui peut donner des rétinopathies hypertensives. Et puis on a également un lien entre la dégénérescence maculaire liée à l'âge et certaines pathologies cardiovasculaires. Voilà, mais c'est vrai que moi, en m'occupant beaucoup de patients hypertendus, le bilan ophtalmologique fait partie du retentissement de l'hypertension, et donc il faut vérifier l'état de la rétine. Excellent. Qui signe d'ailleurs, la sévérité de l'hypertension, hein, avec des grades de rétinopathie jusqu'à l'œdème papillaire qui est dans le grade de l'hypertension artérielle la plus sévère, hein, grade 4. Excellent, c'est vraiment important. Et on connaît l'impact de l'hypertension en termes de morbimortalité, d'épidémiologie. On connaît l'impact du diabète aussi. Donc, ce sont des conditions émergentes, pas émergentes, mais toujours prévalentes, qui font qu'il y a dans le futur une grosse charge au niveau de votre activité d'optométriste, d'opticien. Et Laura, Nicolas, si vous avez un jeune de 15 ans qui veut se lancer dans une carrière, qu'est-ce que vous lui conseillerez?
qu'est-ce qui serait pour lui le choix? Vous voulez dire en termes de métier Oui, dans l'optique? exactement. Ben, moi, je vais être très peu objective là-dessus parce que j'adore mon métier, mais opticienne de 100%. Dans le fond, ce que j'aime de mon métier personnellement, c'est que on a tous les aspects. Donc, c'est génial. On va travailler aussi bien avec des docteurs. Donc, on a le côté médical. On a le côté conseil. On a le côté écoute parce que on peut décider d'être opticien en basse vision puis de travailler avec soit des personnes âgées, soit des enfants qui ont des difficultés visuelles. On a le côté commerce pour les gens qui sont un peu plus marketing. On a le côté marketing aussi. On a le côté un peu plus gestion de laboratoire. Il y a des opticiens conseils qui travaillent chez des grands verriers comme Zeiss ou Nikon. Donc, définitivement opticienne pour comment dire, la façon d'exercer son métier de 10 000 façons différentes et de jamais s'ennuyer. Merci. Et Nicolas, c'est la même chose, je suppose. Oui, j'aime mon métier, donc oui, non, non, mais moi j'éprouve un réel bonheur, notamment quand on a bien fait son métier, c'est-à-dire quand on a bien conseillé en écoutant bien les besoins, notamment du patient, euh, où on a tous vécu en tant qu'opticien le bonheur et les larmes de joie d'une maman quand on met des lunettes à son fils et où son fils découvre le monde pour la première fois. Tout ça c'est vraiment génial. Maintenant, un jeune de 15 ans, c'est vrai que dans le côté opticien, il y a une forte relation avec le client, des fortes discussions. Ça fait partie du commerce, donc tout le monde n'a pas, j'allais dire, la vocation à être commerçant. L'ophtalmologie est aussi un très beau métier, une très belle spécialisation de la médecine. Même si je regrette un peu comment se passe en France, non pas la formation, mais ce que je regrette en fait finalement, c'est que euh, à l'heure actuelle, les ophtalmologistes euh, n'ont pas suffisamment de place dans leur carnet de rendez-vous pour faire de la médecine, puisque ce sont eux qui détectent qui font une prescription de réfraction. Même si on a des dérogations j'en ai parlé d'un petit peu tout à l'heure, mais j'allais dire, si l'ophtalmologiste faisait vraiment de la médecine à proprement parler, de la chirurgie, etc., je pense que le système de santé visuelle en France ne s'en porterait que mieux, puisque les délais seraient raccourcis, notamment pour certaines prises en charge de pathologies qui sont, j'allais dire, un décollement de rétine ou des choses comme ça qui doivent être traitées de manière urgente. Et j'allais dire, déterminer si on est myope de 1 ou de 2, ça pourrait être délégué ailleurs, pas forcément chez les opticiens, puisque en France, on a un système qui veut que le prescripteur n'est pas le délivreur, et je le conçois tout à fait, mais notamment les orthoptistes qui finalement ont reçu une dérogation et se retrouvent en cabinet d'ophtalmologie, ce qui est un petit peu dommage à mon sens. Voilà un petit peu, mais l'ophtalmologie reste une très belle profession. L'orthoptiste, je la connais un petit peu moins. Merci beaucoup. Merci. Et dans cette même vanne de questions, c'est sûr que ici au continent nord-amérique, souvent les gens parlent assez aisément de tout ce qui est revenu. Est-ce que Laura, pour le continent nord-amérique, opticiens et optométristes ont à peu près les mêmes grilles salariales ou c'est l'un vaut mieux que l'autre? L'optométriste, financièrement, c'est vraiment, vraiment plus intéressant. Mais l'opticien n'a pas à se plaindre en termes de salaire par rapport au salaire minimum. On a quand même des professions choyées, mais l'optométriste est docteur en optométrie, donc le salaire va avec les études dans ce cas présent. D'accord, merci. Emmanuel, j'ai vu ton micro. Oui, j'avais une petite question pour Laura ou Nicolas encore une fois. C'était toujours un peu par rapport aux cataractes. Ça reste vraiment dans mon esprit parce que, comme vous l'avez dit, et puis je pense que Dr Kanda Miché aussi l'a dit, c'est que les cataractes sont vraiment présentes en Afrique. Et moi, je voulais savoir, étant donné justement qu'il y a toute cette dimension parfois interdisciplinaire qui peut intervenir dans l'origine d'une cataracte. Est-ce que vous,
vous aurez tendance quand même à toujours conseiller une opération de cataracte sans avoir vérifié son origine, parce que j'ai l'impression que peut-être du fait qu'elle soit une opération ambulatoire, c'est souvent une solution qui est prisée ou qui est rapidement prise en fait face à une cataracte. Pour que le chirurgien soit capable d'enlever le cristallin, il faut quand même que le cristallin soit assez mûr. Il est rare qu'on opère jeune des cataractes parce que le cristallin, et j'aurais pas le terme technique, mais c'est comme c'est une lentille qui est un peu comme un muscle. Si c'est trop dur à enlever, à ce moment-là, ça comporte des risques. Donc, généralement, c'est pour ça qu'on va attendre que le patient soit plus âgé. À ce moment-là, le cristallin va être plus mou et plus facile à retirer. Donc, nous, on n'a pas la certification pour référer pour ce genre de chirurgie, mais je pense que c'est quand même assez bien fait, la façon dont c'est référé. Actuellement, je sais que les délais sont quand même à peu près 1 an et demi, 2 ans avant de se faire, entre le moment où on se dit, OK, on pourrait se faire opérer, puis le moment de l'opération. Ah, super, merci. Merci beaucoup. Donc, on a effectivement trois métiers, pardon, même quatre si on compte l'orthoptiste qui est spécifique pour la France, et donc qui sont quand même importants et essentiels. Et derrière vos métiers, est-ce qu'il y a des métiers que vous aimeriez nous partager, qui travaillent avec vous, peut-être des techniciens qui vous aident dans la confection ou dans certains tests? Est-ce que Laura ou Nicolas, il y a des métiers avec qui vous travaillez? Oui, alors il y a ce qu'on appelle les monteurs, qui peut être un aspect, c'est un aspect aussi de l'opticien, c'est-à-dire tout ce qui concerne la tailler le verre pour le mettre dans la paire de lunettes. C'est un métier, une facette du métier d'opticien, évidemment, mais qui est quelquefois et même souvent délégué au sein des magasins d'optique à une personne qui est, j'allais dire, moins qualifiée sur l'œil, mais qui est un peu plus technicien ouais, un monteur. On appelle ça un monteur. Monteur de verre, en fait. Ça fait partie des professions que l'on peut rencontrer qui sont pas une profession, j'allais dire. C'est pas que c'est pas reconnu, mais c'est une qualification dans nos magasins d'optique où on en a certains. D'accord, merci beaucoup, Nicolas. Laura, de ton côté, est-ce qu'il y a une équipe derrière l'optométriste? Nous, on est très choyés parce qu'on a toute une équipe dans les cliniques. On travaille énormément avec des assistantes en optométrie et des assistantes au pré-test qui sont, dans le fond, aussi bien la personne avec qui vous parlez au téléphone pour prendre un rendez-vous pour choisir vos lunettes que la personne qui va réaliser vos pré-tests en salle de pré-test. Donc, on parlait des champs de vision tout à l'heure, on parlait du petit test de la montgolfière, c'est ces gens-là, dans le fond. Ça demande un bagage d'études qui est moins élevé, mais ce sont des personnes sans qui les cliniques ne tourneraient pas. C'est vraiment des personnes accueillantes, chaleureuses. Ils voient énormément de patients dans la journée, puis c'est des gens sans qui nous, on ne serait pas capable de faire quoi que ce soit. Donc, je leur lève mon chapeau, là, c'est vraiment un beau Donc métier aussi. ceci implique aussi donc des compétences de gestionnaire pour vous en tant que professionnel, de pouvoir aussi avoir à gérer toute une équipe. Oui, Super, merci définitivement. beaucoup. On a quand même parcouru un très beau portrait de votre métier qui nous permet de nous éclairer et aussi de comprendre le circuit. Parce que souvent, quand on n'est pas très familier, on arrive dans des cliniques, on voit une personne qui arrive, qui met les gouttes, une autre personne qui arrive, et ensuite une autre personne. Des fois, on a le sentiment de pas tout maîtriser, mais avec vos éclairages, ça nous apporte beaucoup. Donc, on va pouvoir sur cette room faire un petit dernier tour de table. Miché, Emmanuel, avez-vous des questions additionnelles pour Nicolas et Laura qui nous ont vraiment éclairés et on remercie pour leur temps? Oui, merci. C'est encore très enrichissant. À vrai dire, lorsque j'ai vu le thème, je ne connaissais même pas la différence entre un opticien, un optométriste, un ophtalmologue et consorts. En tout cas, c'était très enrichissant. J'ai quand même découvert
à notre métier, certes, qu'ici, il n'y a pas, il n'y a pas de d'opticien, excusez-moi. d'op- Il y a un autre terme qu'on a utilisé, c'est pas Orthoptiste, opto, oui. Orthoptiste. op- optotiste et puis optométriste. Faut dire en fait qu'ici, pour le cas du Congo, je ne sais pas si On ailleurs, t'entend très loin, Michel. celui qui est le technicien. Oh, désolé, je crois que c'est un problème des écouteurs. En fait, je disais pour un exemple, pour le Congo, celui qui est technicien ophtalmologiste, c'est comme on l'appelle ici, je ne sais pas c'est quoi l'équivalence. En fait, c'est lui qui fait un peu de tout. Il est là en tant qu'ophtalmologue, il fait la chirurgie, il pourra, je ne sais pas moi, te prescrire de verres, il pourra te prescrire des médicaments et tout. Donc c'est un peu ça le système. Donc la même personne aura des compétences en tant qu'opticien, en tant qu'optométriste, c'est ce que j'ai pu comprendre, et en tant que Orthoptiste. oh, l'autre terme m'échappe encore. Et Optiste, c'est un peu ça. Donc, pour dire que notre système est un tout petit peu différent de la France ou du Canada. Donc, c'est une seule et même personne, surtout en milieu rural, qui fait un peu de tout ça, en développant bien sûr ses compétences. merci, Michel. Et en t'écoutant parler, j'ai envie de demander à Nicolas, est-ce que dans son approche et dans sa pratique, il y a des relations justement de travail avec d'autres pays, notamment des pays en Afrique centrale ou d'autres parties du monde? Oui, on a plutôt dans le côté humanitaire. On va avoir effectivement notamment des collectes de lunettes qui vont pouvoir resservir dans des pays ou même, j'allais dire, dans certaines zones de certains pays beaucoup plus défavorisés. Il va y avoir aussi quelquefois dans l'enseigne pour laquelle j'ai un magasin, on faisait en parallèle avec ce qu'on appelle le rallye des gazelles, qui était un espèce de petit Paris-Dakar assez sympa qui parcourait les pays du Maghreb et c'était suivi d'une caravane de la vision, notamment pour dépister les enfants avec un bus équipé. Il y a des choses comme ça qui se font. Il y a plusieurs organisations qui essayent de faire du dépistage, notamment dans des pays où l'accès aux soins n'est pas toujours aussi facile qu'en Europe ou en Amérique Merci, du Nord. merci. C'est vraiment intéressant. Et ça sera intéressant de voir effectivement par rapport à justement les conditions dont on a parlé, le glaucome, la cataracte. J'ai un collègue qui est ophtalmologue qui va souvent faire des missions en Afrique aussi. Ça sera intéressant qu'il nous fasse dans une room un carnet de voyage autour de ça parce qu'il y a beaucoup de ces maladies-là qui sont peut-être méconnues mais qui pourraient être prises en charge rapidement. Merci beaucoup. Emmanuel, est-ce que tu as une question pour la fin? Oui, j'ai une question, mais elle sera peut-être un peu insolite. C'est pour Laura ici au Canada. Moi, j'ai vécu quelques années en Allemagne avant et puis je me souviens que le glaucome, en fait, certains patients de glaucome recevaient des prescriptions de cannabis, par exemple. Est-ce que vous savez si c'est une pratique qui se fait aussi ici au Canada? C'est pas une pratique que nous on fait dans nos cliniques, mais le cannabis est passé légal il y a quelques années maintenant au Canada. Donc il est Oui, possible en que des effet, en effet. médecins le prescrivent, tout à fait, oui. Donc c'est pour diminuer la Ok, douleur, c'est ça, super, hein? parfait. Vraiment pour à titre Donc, symptomatique, hein. Exactement, exactement. Mais je pense pas que tous les médecins puissent le prescrire. Je pense que c'est vraiment limité, peut-être directement au médecin qui suit la pathologie. ok, parfait. Ah ben merci. Mais j'ai beaucoup appris vraiment dans cette room, que ce soit justement cette nouvelle spécialité là, orthoptiste, que ce soit la DMLA, que ce soit l'ambiopie. Mais vraiment, j'ai appris vraiment beaucoup de nouveaux termes.
J'aurais peut-être vers la fin souhaité aussi que vous puissiez nous expliquer, Nicolas l'a fait à la room justement où on s'est rencontrés dans la semaine, euh, en fait, la notion de l'œil dominant. Je trouvais ça très intéressant, le lien qu'il avait fait entre l'œil dominant et puis le fait de pouvoir avoir ou de voir des dyslexies chez les enfants qui n'avaient pas forcément d'œil dominant. Ouais, alors c'est vrai que là c'est une découverte qui est relativement récente, hein. C'est une découverte qui a été faite dans une faculté en France, de Rennes. Deux chercheurs ont trouvé qu'effectivement le problème du dyslexique, euh, alors ça, ouais, ça vient, c'est pas réellement de l'œil à proprement parler, mais des aires visuelles, des aires de Maxwell qui sont trop symétriques chez une personne dyslexique. Ce qui fait que lorsqu'il voit quand il lit une lettre, contrairement à une autre personne qui ne serait pas dyslexique, l'image miroir est finalement aussi nette que l'image qui ne devrait, enfin, les deux images entre la miroir et l'autre, finalement, le cerveau n'arrive pas à savoir laquelle il doit choisir. Il n'y en a pas une qui est prédominante par rapport à l'autre. Donc effectivement, ça c'est relativement récent comme concept. Et beaucoup de troubles 10, on appelle ça les troubles 10, notamment la dyslexie, ont souvent une grande composante visuelle et souvent encore très mal connue malheureusement. Et c'est ça, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que vous parliez justement du fait que un P pourrait, l'image d'un P avec la queue de P pourrait se superposer à celle d'un Q avec la queue de Q. Donc finalement, les deux superposés ensemble, ça ferait un rond avec deux bâtonnets qui descendraient. Donc l'enfant ne saurait pas. Exactement. Ouais. La même chose avec le B et le D. Du coup, finalement, ouais, c'est une personne dyslexique. euh, c'est compliqué en termes de concentration, finalement, pour ne serait-ce que déchiffrer un mot. Euh, c'est pas un problème, j'allais dire, dû à une personne qui serait plus lente à l'apprentissage, enfin, plus lente à l'apprentissage dans le sens où le cerveau fonctionnerait moins bien. C'est vraiment finalement une composante visuelle à part entière et il commence à y exister des solutions, euh, notamment électroniques là pour le coup, euh, ou par des oscillations de fréquences, que ce soit monté sur des lunettes comme on vient de le lancer en France au mois d'octobre, hein, c'est tout récent, ou par l'intermédiaire d'une simple lampe, on arrive à rendre la prédominance d'un œil et à fluidifier la lecture. C'est vraiment assez impressionnant, même si ça ne marche pas sur tous les dyslexiques, ça marche quand même à 80%. Waouh, c'est vraiment fascinant. Est-ce que ça, ce phénomène-là est aussi observé ici au Canada, Laura? J'aurais pas les connaissances pour répondre à cette question-là. C'est une bonne question. Non, mais c'est déjà super intéressant de savoir que ça existe, en Bah, en effet. fait, la mise en évidence a été faite en 2017 à Rennes, à l'université de Rennes, par deux chercheurs et une enseigne française dans laquelle il s'est trouvé que j'ai un magasin dedans, a développé une start-up pour justement utiliser ce principe et créer un système compensateur qui permet de fluidifier la lecture du dyslexique. Alors attention, ça ne soigne rien, c'est-à-dire que une fois qu'on retire les lunettes, tout redevient comme avant. Mais ça permet quand on fait des tests, c'est juste magique de voir certains enfants pouvoir lire. Et même quand ils sont un petit peu plus âgés et qu'ils ont mis beaucoup de stratégies de contournement en place parce qu'ils ont été chez l'orthophoniste longtemps, là récemment, j'ai vu un jeune de 16 ans qui finalement, lui, on n'a pas trouvé de différence sur la fluidité de lecture. Il est reparti comme ça. Et le lendemain, son papa me rappelle et il dit attendez, en voiture, après on a discuté. Oui, il n'a pas lu plus vite. Mais par contre, c'était nettement moins fatigant. Parce que l'énergie qu'il met à décrypter des mots, finalement, quelquefois, quand ils arrivent à l'autre bout de la phrase, ils ne se souviennent plus du début. Parce que la focalisation est ailleurs. Et
Et là, finalement, du coup, on fluidifie le travail. En fait, ouais, la lecture à proprement parler, si on ne l'entend pas, euh, finalement, on est beaucoup plus. Enfin, il y a moins d'efforts à faire pour comprendre ce que l'on lit. Wow, juste pour juste pour être sûr d'avoir compris le concept, Nicolas, c'est vraiment des oscillations de fréquences qui sont apportées dans le verre, en fait, des lunettes. Oui, c'est ça. En fait, là, ça a été monté sur un verre de lunettes, ce principe, mais ça pourrait être monté sur autre chose. C'est pas parce que c'est une paire de lunettes. Cette paire de lunettes n'est pas correctrice. En fait, on est sur des filtres polarisés et qui, de manière électronique, par l'intermédiaire d'une application et d'un téléphone, on va faire varier la fréquence. Alors, l'application va permettre en fait surtout de trouver le bon réglage qui correspond au dyslexique. C'est le dyslexique qui la trouve tout seul. Mais effectivement, ces oscillations, alors c'est très déconseillé pour les épileptiques, évidemment. Il faut faire attention à ça. Mais finalement, ces oscillations vont permettre de rendre une aire visuelle prédominante par rapport à l'autre. Et donc d'éviter Wow. d'avoir une image miroir trop rapprochée de l'image principale. Ah, mais ça, c'est génial. Ça, c'est la fine pointe de la Su- technologie, là. Super intéressant, c'est C'est vraiment assez sensationnel. intéressant, surtout de pouvoir utiliser des approches pour comprendre et solutionner des problèmes de ce type. C'est majeur. Merci beaucoup. Cathy, est-ce que tu avais une question pour Laura et Nicolas? On était dans le dernier tour de table. Non, je n'ai pas de questions particulières. Non. Je suis encore en train de gérer une Non, il n'y a patiente pas en de urgence souci. là, donc j'avoue Pas de que je ne suis souci. pas Merci complètement beaucoup. concentrée. Donc, Désolée. merci à Nicolas et Laurent. Merci. J'ai une question qui peut-être sera aussi la question de la fin. On a Zuber qui vient de se joindre à nous. Bonjour Zuber. Je vais te laisser poser ta question, ton commentaire, et ensuite je vais poser la mienne. Ben, non, je t'invite à poser la tienne parce que je suis monté, donc Oui, je je te laisse peux. poser la tienne et Parfait. En fait, la room, c'était autour des métiers qui tournent autour des yeux, notamment opticien, optométriste, orthoptiste. Et donc, c'était un parcours de formation et aussi les enjeux de l'exercice, les interactions entre les différentes spécialités. On a parlé beaucoup de dépistage, on a parlé aussi de rééducation et on était justement en train de parler des enjeux autour des approches modernes pour faciliter les prises en charge. Et ma question, c'était justement pour Laura et Nicolas. On parle beaucoup de nos jours, un peu dans quasiment tous les domaines, incluant par exemple la maladie Parkinson, de microbiote. Mais je pense que l'œil, c'est un des rares organes où on ne parle pas trop de microbiote intestinal ou de microbiote en général. Avez-vous entendu dans votre activité des choses autour de ça? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de données sur le microbiome et l'œil, qui est un organe par essence stérile. Je pourrais pas répondre. Merci. Un petit peu comme Laura, alors je suis pas ophtalmologiste, hein, peut-être qu'un ophtalmologiste aurait plus de réponses à ça, mais moi j'ai rien entendu là-dessus, mais je peux pas certifier que ça n'existe pas. Merci bien, merci. Donc, Zuber, est-ce que tu as une question, un commentaire? moi j'ai une question, mais en tant que patient, pourquoi vous nous faites mal, les ophtalmos, les opticiens? Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ophtalmo, donc on a moins mal avec les opticiens et les orthoptistes. Mais voilà, pourquoi? Peut-être que vous connaissez la réponse, mais pourquoi, en tant que patient, quand on ressort de là, on a vraiment des douleurs, on a vraiment, voilà, on souffre beaucoup plus que dans le quotidien, parce que on a, on a la vision qui devient de plus en plus trouble avec les produits qu'ils utilisent, les méthodes. Et est-ce que la technologie améliore tout ça, cette douleur pendant l'examen? Voilà.
tu fais quoi chez l'ophtalmo, Zuber? Parce que est-ce que c'est des cyclopégiques et c'est des choses comme ça qui te font mal? Est-ce qu'il te fait des injections? Alors, à savoir, après, enfin, là, c'est un peu difficile de te répondre. Je ne connais que les conséquences de ta pathologie sans connaître la pathologie que tu as. Je sais que tu es malvoyant, parce qu'on en a déjà discuté, mais je sais pas en quoi, Bah, c'est un peu les examens de base. C'est la petite lumière pour observer le fond d'œil, le calcul de la tension, tu vois, qui sont très douloureux. Je dis douloureux, mais très embêtants par rapport aux produits qu'ils mettent pour dilater la rétine. Le fait qu'ils utilisent des loupes ou des compensateurs de vision pour pouvoir voir ou calculer la tension de l'œil, qui sont très très gênants. La lumière qu'ils utilisent, la lumière bleue, la lumière orange ou la lumière jaune, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui la technologie permet d'apporter, de diminuer cette douleur pendant les examens ou pas du tout? Ou c'est un truc qui est obligatoire et qu'il faut passer par là? Bah, malheureusement, enfin, peut-être que Laura pourra plus répondre que moi, mais à mon avis, le problème vient que l'atropine, si tu veux, enfin les gouttes qui te mettent dans l'œil, évidemment, vont te dilater la pupille, donc va te rendre beaucoup plus sensible à la lumière. Euh, mais c'est quelquefois malheureusement obligatoire pour pouvoir faire un réel examen qui n'est plus subjectif mais qui devient objectif, puisqu'il n'y a plus de système de compensation par l'œil. Après, ouais, c'est de la lumière parce qu'il faut aller observer le fond de l'œil, la rétine. Je ne sais pas si, selon les pathologies, bon, l'OCT ou autre, ça peut se faire différemment, mais à l'heure actuelle, ouais, je pense que, enfin, je sais pas, Laura, tu pourras peut-être me dire si je me trompe, mais... C'est que je sais pas quelles gouttes sont utilisées dans votre cas, c'est ça qui est délicat. Je sais pas exactement quels examens sont faits. Dans les cas où effectivement on utilise de l'atropine ou qu'on essaye de faire une cyclopégie, sont des gouttes qui effectivement chauffent. On entend souvent les enfants, puis c'est très triste comme ça arrive, mais un enfant par exemple qui a un pouvoir accommodatif très important, il triche entre guillemets à son examen de la vue. Donc on a tendance à mettre des gouttes pour bloquer l'accommodation et qui soit plus capable de tricher. Ou bien il y a des gouttes aussi qui vont exister, comme disait Nicolas, pour dilater la pupille, pour qu'on soit capable de bien voir le fond de la rétine. L'œil étant rond, c'est vraiment pas facile d'aller voir les coins au fond de la rétine. On voit juste tout droit dans le fond. Donc les petites gouttes permettent d'aller voir en profondeur. Puis effectivement, ce sont des gouttes qui chauffent. Pour le reste de l'examen, je ne sais pas ce que vous faites habituellement, donc ce serait difficile de répondre. D'accord, donc la technologie aujourd'hui ne permet pas de réaliser ces examens sans apporter, sans avoir ces petites douleurs. Moi, je suis adulte, donc avec le temps, je les ai supportées, mais pour les enfants, j'imagine pas, c'est très délicat et très difficile. Merci beaucoup pour ta question, Zuber. Cathy voulait réagir peut-être? Non, j'avais une autre question, si on Oui, oui, tout peut... à fait. Question, merci Dr. Pré. Je ne suis pas arrivée dès le début. Est-ce qu'il y a du nouveau sur les fameuses lentilles qui pourraient aider à doser, à mesurer la glycémie chez les patients diabétiques? Il y a j'ai entendu de lentilles, de cet outil qui pourrait être intéressant. Tu veux dire mesurer la glycémie au niveau de l'œil? Oui, c'est ça. Je pense que ce
que Cathy voulait dire, c'est qu'effectivement, il y a des lentilles qui pourraient. Ça avait été. J'ai pas plus de nouveautés que certainement ce que Cathy avait dû entendre à l'heure actuelle, mais effectivement, est-ce que ça marche enfin, comment ça marche je ne sais plus exactement. Peut-être que Laura a des infos là-dessus, mais ils avaient parlé pendant un temps d'effectivement de pouvoir mesurer la glycémie directement avec une lentille de contact plutôt que d'avoir soit se piquer, soit avoir le petit bip dans le bras. Ah, ok, parce que le liquide oculaire est aussi en lien avec le plasma. Donc là, il y a la présence de sucre, c'est ça, hein. Plus la glycémie sanguine est élevée, plus le liquide oculaire est élevé. De glycémie qui peut être éventuellement le smartphone donne la glycémie comme ou tel un scan avec les freestyles qu'on connaît tous maintenant. Mais voilà, donc comme outil, on va dire, de dosage initial, ça serait apparemment des lentilles. Moi, j'ai lu un petit peu dessus au début, puis après, je éloigné un petit peu de cette histoire, mais ensuite, mais en même temps, je ne sais pas s'il y a des choses nouvelles réellement et des choses qui se sont faites, qui se sont mises en place concrètement, en fait. Je ne sais pas. Laura? Les dernières fois que j'avais entendu parler de ça, c'était vraiment au stade de la recherche. C'était en Asie, je pense qu'ils avaient lancé ça, mais c'était il y a 2 ans à peu près. Donc depuis, personnellement, j'ai pas eu de nouveautés là-dessus. Intéressant. Donc, on fera la recherche et on pourra en discuter dans un journal club comme on fait souvent les jeudis. Ça sera intéressant de pouvoir parler de ça. Super, merci. J'ai une petite Oui, question, oui, oui, Dr. Zuber, Bray. oui. Excuse-moi, on est en train de Non, il n'y a pas de prolonger ta souci. room. C'est sur le futur. Est-ce que vous pensez qu'avec une opération ou qu'avec la technologie, on peut récupérer un petit peu de sa vue? J'imagine qu'on ne pourra pas récupérer la totalité d'une vision, mais récupérer quelque chose ou un petit peu. Par exemple, quand je parle de technologie, je parle des lunettes d'Apple ou de Google. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Je pense que on peut tout envisager avec la technologie, mais que, à mon sens, si il doit y avoir une amélioration pour les malvoyants, ça va surtout se passer, comme il y a des tests à l'heure actuelle, j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur des implants rétiniens, euh, plutôt que par des lunettes, en fait, d'arriver à recréer un signal nerveux et chimique euh, par l'intermédiaire d'implants qui seraient photosensibles. La dernière en date, je crois que c'est à moins d'un mois, j'ai vu ça, d'une personne qui n'avait plus aucune vision du tout, où ils ont réussi à lui redonner une petite acuité visuelle, mais sur une table blanche, a pu repérer et attraper des cubes. Voilà. Alors après, je ne sais pas si cet implant a été retiré par la suite, etc. Hein. J'ai pas eu toute l'étude, mais s'il doit y avoir une évolution, à mon avis, ça passera plus par là que par une paire de lunettes classique ou électronique. Super. Ça répond à ta question, Zuber? Eh bien, merci. Bah oui, comme j'aime la technologie, c'est intéressant. Et c'est intéressant de voir un petit peu comment le futur va avancer, va nous apporter des choses. Merci beaucoup. Donc, on a fait un bel aperçu de ces métiers qui sont vraiment des métiers très, très utiles. Donc, juste pour redonner les statistiques, 2,2 milliards de personnes ont des problèmes visuels et on sait qu'il y a une prévalence importante dans certains pays et aussi une augmentation de la prévalence avec la consommation massive des écrans chez les enfants et aussi d'autres conditions de santé comme le diabète, l'hypertension. Le dépistage, c'est la clé, comme l'ont mentionné nos experts aujourd'hui. Et pour faire le dépistage, il faut connaître vers qui se tourner.
On remercie vraiment les deux experts, Laura et Nicolas, pour votre temps. On sera heureux de vous avoir à bord prochainement. Merci beaucoup. Donc, on va terminer cette room dans une dizaine de secondes. N'hésitez pas à vous suivre les uns les autres. Merci beaucoup. 9, 8. Ah, il y a Marlise qui s'est présentée. 7, 6. Tu avais une question, Marlise? Bonjour. Oui, désolée, je viens très tard. Mais il y avait deux questions qui Oui, me allons-y, brûlaient les allons-y. lèvres depuis. Ils sont- Est-ce que je Oui, les place oui, très Nicolas et vite. Laura, ça vous... J'ai retenu des Mhm. choses très riches et c'était sur la vue. J'ai des problèmes de vue aussi. C'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Mes parents, presque toute la famille, aimaient. J'ai compris qu'il faut aller très tôt se faire consulter. Les enfants à un très jeune âge, je le fais avec ma fille et je trouve ça très bien, très riche. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, hormis se faire consulter, avoir une hygiène de vue? Bon, forcément, nous tous nous savons, se laver les yeux, mais éviter trop s'exposer au soleil, se protéger les yeux. J'ai aussi appris que les verres transparents aussi, les verres transparents protègent aussi des UV. C'était nouveau pour moi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on pourrait pas apprendre, moi j'aimerais bien apprendre quelque chose d'autre au niveau de l'alimentation. Est-ce qu'il y a une hygiène alimentaire qui pourrait aussi aider à améliorer la vue ou bien à renforcer les muscles qui se trouvent au niveau des nerfs oculaires? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des astuces? J'ai besoin de quelques astuces qui pourraient m'être aussi utiles même pour l'alimentation de ma fille et dans mon entourage aussi. Est-ce que vous auriez des idées dans ce sens? Des- Je pourrais répondre là-dessus, Marlise. Au niveau alimentation, c'est sûr que toujours avoir une alimentation variée définitivement, mais pour tout ce qui est traitement de sécheresse oculaire, on parle beaucoup maintenant d'oméga 3. Les oméga 3 sont des oméga qui se trouvent dans le poisson, mais c'est assez difficile de manger suffisamment de poisson pour que ça arrive jusqu'au fond de l'œil. Mais on parle de capsules d'oméga 3. Il y a certaines compagnies qui en fournissent, donc dans certaines cliniques d'optométrie, les optométristes sont formés à savoir quelles capsules valent la peine ou non. Mais oméga 3, définitivement. Le reste, ça reste une hygiène de vie saine pour toute chose. C'est sûr que le cholestérol peut ne pas aider au fond d'œil ou des choses comme ça. Donc, hygiène de vie globale, je dirais. Une dernière petite question, qu'est-ce que vous pensez des maquillages, le mascara, les fards? Est-ce que vous déconseillerez ça à quelqu'un qui veut avoir une vue saine toute sa vie? Je déconseillerais pas. J'ai une petite hantise personnellement sur les faux cils parce qu'on traite énormément d'urgences oculaires pour des problèmes d'infection au niveau des faux cils. Les cols utilisés sont pas toujours des cols recommandés. Donc, un peu tout comme on conseillerait un bon tatoueur, ben, je conseillerais une bonne esthéticienne pour la pose de faux cils. Pour tout ce qui est maquillage, c'est de rester sur des sur des produits, pardon, naturels, puis bien penser à démaquiller. Dans le fond, le problème du maquillage, c'est dans le cas où c'est pas bien enlevé, ça peut boucher les glandes qui sécrètent les larmes, c'est-à-dire le bord libre des paupières, notamment les gens qui vont mettre du crayon en bas de l'œil. Bien penser à vraiment bien nettoyer. Une eau micellaire est largement suffisante. Puis ne pas hésiter à masser la paupière. Ça va comme... ici, on appelle ça comme... C'est comme du gras de bacon, dans le fond, qui va sortir. C'est très canadien comme expression. Mais c'est ce qui va faire en sorte que les larmes vont être sécrétées beaucoup plus naturellement. Et dans cette même veine, Waouh, c'est important ce que wow. Marlise précise parce que souvent il y a une balance entre l'esthétique et la santé. Dans la même veine, je pense que vous êtes probablement pas favorable, Laura et Nicolas, avec les lentilles pour les personnes qui n'ont pas de problème de vue, les lentilles esthétiques. C'est toute une polémique, les lentilles de couleur. Dans le fond, tant que c'est ajusté par un opticien ou un optométriste, j'ai aucun problème avec ça. Quand c'est acheté en ligne ou des fois je vois passer des annonces de lentilles cornéennes d'occasion,
c'est quelque chose qui est assez effrayant. C'est comme si vous prêtiez, je sais pas, une aiguille avec laquelle vous avez fait une prise de sang. C'est vraiment dangereux. Donc, tant que c'est suivi par un docteur en Mais par contre, optométrie ou les un opticien, tatouages j'ai pas de oculaires, problème avec là, ça. oui. Super. Merci beaucoup, Définitivement. Marlise, pour tes questions qui ont permis de compléter cette belle room. Et puis, on aura vraiment l'occasion de faire C'est d'autres moi. rooms autour des yeux. Comme on dit, c'est un domaine essentiel pour la santé. Merci à chacun. Merci à nos deux experts, Laura et Nicolas. C'était un plaisir. Bonne soirée. Merci. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Merci, bonne Rendez-vous demain soirée. pour la Merci room beaucoup. sur l'observance thérapeutique. Est-ce Merci, bonne que les soirée. patients respectent leur traitement? À suivre. 9, 8, 7, 6, 5, 4.